Alors le topo, c'est oui, Lost in Transition en anglais. C'est pour dire un petit clin d'œil au film dirigé par Sofia Coppola. Parce que la question là qui se pose à nous, médecins, qui, comme moi, dans un hôpital comme l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, et qui est un hôpital tout à fait particulier, puisque de très grandes traditions et avec un grand historique, il s'occupe, il reçoit des patients et des enfants de Paris, de l'Île-de-France, de toute la France et même au-delà, et depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce sont des enfants qui, en fait, ont des maladies absolument exceptionnelles, pour la plupart d'entre elles d'origine génétique, et qui, même encore jusqu'à maintenant, on continue à recevoir de ce genre de patients qui n'ont pas de diagnostic. Ce sont des patients qui, encore maintenant, le professeur Munich nous dit que parmi les patients, qui est généticien, un grand généticien à l'hôpital Necker, et qui nous dit que 50% des patients qui viennent à sa consultation ressortent de sa consultation sans aucun diagnostic. Et vous voyez, c'est quand même très difficile pour des parents qui amènent leur enfant, qui ont des problématiques extrêmement lourdes parfois, hein, des retards cognitifs, des retards intellectuels, des handicaps, et de ne pas avoir de nom sur la pathologie. Et ce sont néanmoins des patients qui, jusqu'à récemment, si je reprends un petit peu la thématique de ces maladies exceptionnelles, décédaient avant d'atteindre l'âge adulte, pour différentes raisons, et qui maintenant atteignent l'âge adulte, parfois même deviennent des adultes beaucoup moins jeunes, et on atteint là maintenant une modification, enfin on doit prendre en charge ces patients qui nous posent un challenge, et on doit répondre à l'innovation de comment on peut les prendre en charge. Et il y a un moment extrêmement particulier qui est un moment de bascule à l'adolescence, quand on a une continuité de la prise en charge qui peut être un peu problématique au moment du passage en médecine adulte, pour différentes raisons, et j'évoquerai ça. À ce moment-là, il peut y avoir une rupture du parcours de soins qui peut s'accompagner de complications aiguës, d'hospitalisation en urgence, parfois même d'une surmortalité. Et pour nous, médecins, mais a fortiori pédiatres qui avons porté comme ça ces enfants et ces familles pendant quasiment 20 ans, c'est vraiment quelque chose qui nous perturbe beaucoup. Et donc on a essayé tous ensemble, soignants en pédiatrie à l'hôpital Necker, de tous les horizons, médecins, chirurgiens, psychologues, assistantes sociales, et avec les équipes de direction de l'hôpital, et aussi avec nos collègues des hôpitaux qui s'occupent d'adultes, avec lesquels nous travaillons tous les jours, de répondre à cette question. Alors, moi je voulais simplement reprendre un tout petit peu le panorama de ça. Les maladies chroniques représentent un enjeu de santé et un enjeu de santé publique extrêmement fort. Je crois que tout le monde le sait maintenant. Il y a énormément de patients qui vivent avec une maladie chronique. Et une maladie chronique, globalement, pour résumer, mais je pense que M. Ravo nous le dira bien mieux que moi, c'est une pathologie qui n'est pas une pathologie aiguë. C'est-à-dire qu'on vit avec une pathologie qui va avoir de la durée dans le temps, et qui va nécessiter une prise en charge spécifique. Là, on est sur des pathologies non seulement chroniques, mais en plus extrêmement rares. Extrêmement rare, vous connaissez le Téléthon, et le Téléthon, c'est essentiellement ce genre de pathologie qu'on prend en charge à Necker. Ce sont des pathologies qui parfois, encore une fois, n'ont pas de diagnostic, parfois elles ont un diagnostic, mais ça représente peut-être 1 ou 2 patients à Paris, parfois même en France, parfois même dans le monde. Parfois, ça va représenter une cohorte de patients bien plus importante. Un exemple de maladie considérée comme rare, mais qui n'est pas si rare que ça, qui est une maladie rare fréquente, si on peut se permettre ça, c'est la mucoviscidose, par exemple. Tout le monde connaît la mucoviscidose. Il y a d'autres pathologies qu'on considère comme relativement rares et qui sont connues, l'hémophilie, la polyarthrite chez les enfants, par exemple. Mais on a plein d'autres pathologies comme ça. Et quand on est dans un hôpital comme le nôtre, où globalement on prend en charge la moitié des maladies rares connues, environ 8000 maladies rares connues, et on en prend en charge la moitié, 4000. Vous voyez la grande diversité de problématiques qui se posent à nous.
et des centres, des services extrêmement pointus, parfois les plus pointus en France, en Europe et parfois même dans le monde. Eh bien, on s'est rendu compte que malgré ça, on n'arrivait pas forcément à accompagner totalement ces jeunes et leur entourage vers finalement un projet de vie qui soit un tout petit peu ce qui a été évoqué auparavant, et j'ai beaucoup aimé les interventions précédentes, qui soit au-delà de la problématique médicale pure, j'allais dire, entre guillemets, mais qui les aide à se projeter eux-mêmes en tant qu'individus dans un projet de vie d'adultes, avec une espérance de vie qui peut parfois même être bien plus longue que ce que eux-mêmes et les parents et parfois certaines équipes soignantes ont en tête et projettent dans ce soin. Un exemple extrêmement simple, la mucoviscidose peut maintenant se dépister à la naissance sur les petites gouttes de sang qui sont prélevées chez les bébés à quelques jours de vie. Et nos collègues qui s'occupent de mucoviscidose disent maintenant aux parents, quand ils font l'annonce du diagnostic, voilà, votre enfant, voilà, qui est magnifique, hein, qui est parfait, qui est beau, tout va bien, on va vous annoncer qu'il a une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Et la plupart du temps, ils savent que c'est une maladie sévère, et la réaction quasiment immédiate, c'est que ses parents s'effondrent. C'est une mucoviscidose, mon Dieu, là, voilà, la vie s'arrête. Et ce que nos collègues pneumologues disent, c'est que tout de suite après, ils disent « mais il va ou elle va avoir une vie quasiment, en termes d'espérance de vie, en tout cas qui va être très importante. Parfois même, là maintenant, l'espérance de vie d'un enfant qui naît avec la mucoviscidose, c'est quasiment 60 ans. Donc ce qu'ils disent, c'est votre enfant va être vous allez être grand-père ou grand-mère, votre enfant va lui-même avoir des enfants plus tard. Donc vous voyez tout de suite, on annonce finalement dans le diagnostic d'une pathologie grave qu'il y a un projet de vie qu'il faut construire dès maintenant, et que dans ce projet de vie, il y aura forcément un suivi médical qui ne se fera plus uniquement qu'en pédiatrie. Donc ça, c'est un message extrêmement important. Et puis on a maintenant besoin de prendre en charge ces patients dans leur globalité, parce qu'ils viennent vers nous en disant, certes, vous me prenez bien en charge avec des médicaments qui sont miraculeux, qui améliore ma qualité de vie au quotidien, qui améliore mon espérance de vie, vous me dites ça, je vous fais confiance, mais finalement, moi, j'ai des problèmes que vous ne prenez pas en charge complètement bien, des problèmes d'adolescents, de jeunes adultes, qui font que malgré tout ça, malgré la confiance qu'ils ont dans l'équipe soignante, eh bien, ils se sentent finalement différents des autres, et à l'adolescence, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour tous les adolescents normaux, mais en plus quand on a la double trahison du corps, là, avec l'adolescence, les bouleversements physiques et psychiques, mais en plus d'avoir le poids de la maladie rare et de la maladie chronique, c'est extrêmement difficile. Donc on sait, si vous voulez, parmi les 4000 jeunes qu'on voit chaque année de 13 à 25 ans dans notre hôpital, et qui viennent vers nous et qui nous posent ces questions-là, et poser la question de comment nous, on peut mieux les préparer, et se préparer nous aussi avec eux à les autonomiser vers un parcours de vie, et pas uniquement un parcours de soins, de soins qui leur permettent d'avoir le sentiment de pouvoir vivre une vie la plus normale possible. Et ça passe beaucoup par un changement de nos pratiques en pédiatrie, où on intègre maintenant beaucoup plus les dimensions non purement médicales ou médico-techniques, mais leurs besoins de vie au quotidien, la scolarité, la sexualité, l'apparence, l'image de soi, l'orientation scolaire, mais surtout même maintenant, de plus en plus, on anticipe ça, comment ils envisagent leur parcours professionnel plus tard, quand ils ont 14-15 ans, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, mais un adolescent, maintenant l'adolescence, ça commence quasiment à 10 ans, hein, si on discute avec les pédopsychiatres. Mais globalement, la population dont on s'occupe nous, ça va être plutôt à partir de 13 ans. Mais on a parfois des jeunes patients en pédiatrie qui ont 25, 26, 30 ans. Hein, vous voyez, donc il y a un vrai challenge pour nous.
parce que on ne peut plus maintenant avoir ce genre de patient en pédiatrie avec un âge qui dépasse 20 ans. Je pense que on est tous d'accord maintenant que ça ne leur rend pas service. Et donc, quand on s'est tous réunis autour de cette question, toutes ces maladies complètement différentes, qui ont des enjeux extrêmement différents, eh bien, on a quand même réussi à déterminer des enjeux communs, que j'ai un peu cités jusque-là, sur le terrain de maladies, maladies pour lesquelles il peut y avoir, il y a une empreinte héréditaire très forte, que ce soit des maladies génétiques ou même des maladies non génétiques, mais qui peuvent se transmettre de manière héréditaire. Eh bien, là aussi, on a des questions qui surviennent finalement assez tard dans le parcours de vie de ces patients et qui peuvent être difficiles à vivre parce que on est dans un contexte d'urgence, par exemple une grossesse sur une maladie génétique qui aurait peut-être pu être dépistée en anténatal si le couple avait eu la compréhension de cette possibilité-là ou avait transmis l'information à l'équipe médicale, et puis finalement on se retrouve avec peut-être une décision peut-être d'interruption thérapeutique de grossesse dans le cadre de l'urgence, ce qui n'est jamais une très bonne idée, évidemment. Et donc là aussi, nous, en tant que médecins, équipe pédiatrique, on doit se remettre en question là-dessus, sur ce qu'on a fait. Mais la question de la transition, puisque c'est le cœur de ça, c'est pourquoi est-ce que c'est important ? Mais on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de patients qui atteignaient l'âge adulte grâce aux progrès médicaux. On s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui ne venaient pas aux consultations de médecine adulte quand on les passait en médecine adulte, alors qu'on pensait qu'on faisait bien les choses. À la dernière consultation de pédiatrie, on leur disait voilà, maintenant ça ne va plus être en pédiatrie, ça va être en médecine adulte, et c'est le docteur X, Y, Z qui va te prendre en charge. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne viennent pas à cette consultation. Et ne venant pas à leur consultation, ils ne renouvellent pas pas forcément leur ordonnance pour leur traitement, que ça puisse être de l'insuline, par exemple, ou d'autres médicaments vitaux. Et eh bien, on les retrouve parfois aux urgences ou parfois même décédés avant d'arriver à l'hôpital, compte tenu de cette rupture dans le parcours de soins. Et c'est directement lié au fait que la préparation de cette phase-là ne s'est pas bien passée. On a réagi à ça. Finalement, cette histoire n'est pas récente. On se souvient d'un professeur de génétique à Necker qui avait annoncé à une jeune femme voilà, vous avez 18 ans, ça va plus être moi, ça va être en service adulte. Et il a raconté, et c'est à partir de là finalement que la réflexion autour de la médecine de l'adolescence est vraiment née. Cette jeune femme s'est suicidée en sortant du box de consultation. Elle n'a pas supporté l'idée de ne plus être suivie par son équipe pédiatrique et son médecin en l'occurrence. Donc c'est un exemple évidemment extrêmement frappant et édifiant et malheureux, mais c'est quelque chose qui globalement au quotidien est vécu par la plupart des patients et des parents sur cette question-là. Alors, cette relation de confiance qu'on a établie avec ces patients depuis quasiment leur naissance, qui fait que ces patients sont des usagers du système de soins experts, ils connaissent l'hôpital et les travers des docteurs et des paramédicaux comme leur qualité, évidemment très très bien. Donc quand on leur vend, entre guillemets, de changer d'hôpital, de changer d'équipe, là il va falloir faire les choses de manière extrêmement bien, propre, carré, il faut être sûr de soi. Et en fait, on s'est rendu compte quand même que les équipes pédiatriques et les équipes de médecine d'adulte n'avaient pas forcément toujours bien l'habitude de discuter ensemble. Et ça déjà, ça commence pas forcément très bien. Quand on veut donner confiance aussi, si, je connais très bien mon collègue, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et en fait, ils sentent très bien quand on est une équipe structurée. Et alors, quand on a une diversité de pathologies aussi importante dans un hôpital comme le nôtre, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de répondre à cette problématique ? Ben on s'est dit, on a identifié voilà, 7 déterminants majeurs communs à tous ces 4000 jeunes et ces 40 équipes de référence expertes, et on va essayer d'apporter de la transversalité,
une communauté, parce que c'est le mot un peu de la nuit des idées, là, un monde commun, donc de proposer une offre commune, mais individualisable, avec finalement une palette de choix que les jeunes peuvent utiliser, de ressources que les jeunes peuvent utiliser, en utilisant finalement à la fois des éléments très concrets avec des consultations spécialisées, mais en même temps transversales, de dermatologie, de gynécologie, parce que ce sont des problématiques que les adolescents vivent au quotidien et qui sont extrêmement importantes pour eux. L'image de soi, c'est très fort. Ils vont toujours sur les tutoriels YouTube et les premiers tutoriels qu'ils vont regarder, c'est ceux qui concernent l'image de soi, le maquillage, etc. Donc on a des consultations spécifiques de socio-esthétique et de conseils en image et elles sont extrêmement prisées. Les consultations débordent de demandes. On a aussi des consultations et des activités de réadaptation physique à l'effort avec des gens qui sont une enseignante qui est spécialisée là-dedans, qui ne fait que ça. Et ça peut parfois être révolutionnaire pour des patients et même l'équipe soignante quand on voit que des patients qui sont en attente de transplantation pulmonaire et qui, a priori, à qui on avait contre-indiqué le moindre effort physique, peuvent en réalité faire un peu d'exercice physique adapté. Et quand on voit sortir ce jeune rayonnant, avec un sourire jusqu'aux oreilles, on a envie de se dire que lui redonner confiance en lui-même, et redonner confiance en l'équipe et dans les soins, mais sans passer forcément par des médicaments ou sans passer par des... je ne sais pas, un meilleur accueil dans sa chambre, ce qui est évidemment extrêmement important, ce qu'il faut faire, mais de lui redonner confiance en lui-même, c'est extrêmement important pour pouvoir se projeter dans l'avenir. On a aussi la possibilité de les accueillir pour des rencontres entre pairs, entre jeunes du même âge ou de la même gamme tranche d'âge, parce qu'évidemment un jeune de 13 ans et un jeune de 18-19 ans, peut-être pas forcément les mêmes questions, mais enfin parfois c'est intéressant aussi de voir des plus âgés. Et puis des jeunes qui sont passés en médecine adulte et qui reviennent en pédiatrie pour témoigner un peu de comment ça s'est passé, de ce qui a pu marcher, moins bien marché, pour pouvoir ensuite un peu dédramatiser les choses. Et un changement de paradigme aussi dont je suis assez fier d'avoir pu proposer, et je pense que ça va se faire très bientôt, c'est que en pédiatrie, on est assez fort pour l'école, l'orientation scolaire, on sait à peu près faire, enfin en tout cas dépister certains éléments, et puis on a beaucoup de soutien, de spécialistes, de professionnels qui peuvent nous aider là-dessus. Mais en réalité, c'est dès maintenant qu'il faut s'inquiéter de ce qu'ils veulent faire plus tard comme profession. Et moi, j'avais une patiente qui avait une atteinte pulmonaire extrêmement sévère et qui avait fait un voyage avec ses parents à Venise, qui était allée à Murano. Et en revenant, elle me dit « je veux être souffleuse de verre ». Évidemment, je lui dis « c'est pas possible, tu as vu ta radio ?» Évidemment, on lui dit « tu regardes, la radio, c'est pas possible ». Et puis elle me dit « non, je veux ». Donc au bout de 3 fois, je me dis « bon, il y a peut-être des gens qui savent, c'est pas mon domaine ». Et je l'ai envoyé dans un service justement à Cochin, qui a pu petit à petit discuter, comprendre le pourquoi, le comment, et puis finalement au bout d'un an et demi, ça s'est un peu dégonflé, et puis elle a changé d'idée. Mais si j'avais continué peut-être un tout petit peu à me braquer avec elle, je ne sais pas, peut-être qu'elle serait plus pas revenue nous voir, peut-être qu'on aurait rompu le lien de confiance. Et là, je crois qu'au contraire, ça l'a renforcé, et elle a beaucoup apprécié cela. Je crois que c'est un peu en lien avec ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Et donc on va pouvoir avoir cette ressource dans cet espace qui est au cœur de l'hôpital Necker, entre les bâtiments pédiatriques et les bâtiments pour médecine adulte, puisque à Necker il y a aussi quelques services de médecine adulte, ce dont on est évidemment très heureux. Donc c'est un lieu que les jeunes ont décidé d'appeler la suite. Donc entre la pédiatrie et la médecine adulte, il y a ce lieu là au milieu, la suite. Les verbatims sont assez éloquents et extrêmement riches et très beaux. Et comme 60% des jeunes qui viennent nous voir à Necker ne sont pas de l'Île-de-France, et puis aussi parce que ces jeunes-là sont jeunes, et qu'ils sont nés, comme ils nous disent, dans la Wi-Fi. C'est-à-dire que si on n'a pas de Wi-Fi, c'est même pas la peine, ils ne viennent pas. Donc on a de la Wi-Fi, je les rassure. Mais ils nous disent, c'est comment on fait pour
essayer de réduire un peu cette double peine, c'est-à-dire d'avoir des maladies graves, rares, où il faut parfois venir 3-4 fois par an, faire 500 km aller, 500 km retour, c'est le quotidien, voir plusieurs fois par an différents spécialistes, eh bien, on s'est dit, forcément, à un moment donné, ils oublient de poser la question, ou bien j'ai la fameuse question poignée de porte à la fin. Tiens, en fait, vous m'avez dit que je pourrais peut-être avoir des enfants, mais il faut quand même qu'on en discute parce que la génétique, le truc, le machin. Et finalement, je ne peux pas les laisser repartir avec cette question en suspens en leur disant, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on s'est vu. Je t'ai déjà demandé 3 fois si tu avais des questions et tu m'as dit non. Je peux pas, c'est pas possible. Donc on reprend 10 minutes, et on refait des carrés, des ronds, un arbre généalogique, voilà. Et donc toi, le risque de voir peut-être, etc. Et je me dis peut-être qu'il n'a pas compris en plus, parce que bon. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Là, eh bien, en utilisant les outils numériques, avec un outil internet, un site web dédié, et puis une application mobile, smartphone et tablette qu'on a designé, on a la possibilité de leur proposer ces ressources-là 24 heures sur 24. Et ça, c'est vraiment une chance absolument incroyable pour eux de ne plus avoir ce stress de dire j'ai oublié de poser ma question ou je n'ose pas poser ma question à mes parents ou même ils n'osent pas la poser au docteur et d'avoir ces complications que j'évoquais un peu tout à l'heure de peut-être que les docteurs vont trouver que ma question est stupide ou peut-être que finalement c'est resté, c'est sédimenté, j'ose pas trop y penser et puis je verrai bien le jour où ça m'arrivera. Et puis le jour où ça arrive, parfois ça arrive de manière un peu catastrophique. Donc, si vous voulez, là, on est dans un enjeu à la fois de santé individuelle, à la fois de santé publique, parce que si on revient un petit peu au grand nombre dans les maladies rares, si je peux me permettre quasiment cet oxymore, c'est finalement, dans les maladies chroniques et maladies rares en France, je crois qu'on ne sait pas sur cette population de jeunes combien ça représente de patients en réalité, mais les estimations dérivées d'études épidémiologiques en Europe occidentale et aux États-Unis, c'est qu'il y a au moins aux alentours de 2 millions, peut-être même 3 millions de jeunes avec une maladie chronique. Vous voyez un petit peu l'enjeu de santé publique que ça représente. Évidemment, on a évoqué tout à l'heure un peu l'enjeu médico-économique, puisque le recours évitable aux soins, aux hospitalisations en urgence, à des soins en réanimation, à des chirurgies, etc., c'est quand même extrêmement, je pense, important d'en parler. Mais surtout, quand on les écoute, et qu'ils sont passés à travers l'orage de la puberté, de l'adolescence, que ça y est, à 25, 26 ans, ils se sont posés, ça va beaucoup mieux, les hormones, tout ça, c'est bon. Eh ben, ils nous disent, mais moi, si je regrette d'avoir pas écouté, d'avoir arrêté mes traitements à un moment donné, d'avoir pas écouté mes parents, d'avoir tenté un petit peu des expériences un peu limites comme ça, parce que maintenant j'ai des séquelles peut-être respiratoires ou bien, etc. Et je veux, moi, être normal. À nouveau, ça revient, et je veux contribuer à la société. Je veux contribuer, je veux payer mes impôts, je veux être comme tout le monde. Et malheureusement, je dois encore avoir besoin de recours aux soins pour telle et telle séquelle de l'époque. Donc en réfléchissant à tout ça, on s'est dit, si on peut, et ce sera le mot de la fin pour moi, intégrer la parole de ces jeunes qui parfois n'osent pas la prendre, parfois on leur demande, mais ils nous disent, bon, je sais pas. Souvent, ils disent, je sais pas. Bon. Mais en fait, quand on les écoute vraiment, ils savent et ils ont pas mal d'idées. Et de les écouter finalement bien plus tôt que ce que l'on a l'habitude de faire nous en pédiatrie, et c'est un peu un mea culpa aussi pour modéré, mais et de commencer assez tôt, d'anticiper, de les autonomiser, de leur dire tu es capable de prendre en charge bien plus de choses que ce que tu crois, tu peux avoir bien plus confiance en toi et tu peux faire beaucoup plus de choses, ne t'auto-limite pas. En réalité, je crois que c'est les préparer à quitter la rive pédiatrique pour ensuite arriver à la rive en médecine adulte dans la meilleure situation possible. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas travailler que d'un côté de la rive sans travailler avec les autres, les collègues d'adultes, avec qui vraiment j'ai un grand plaisir de travailler. Et cette énergie, cette initiative, elle est maintenant contagieuse. Elle fait tache d'huile. Et dans des hôpitaux, des grands hôpitaux de médecine adulte, comme à l'hôpital Pompidou, comme à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, il y a maintenant des initiatives extrêmement fortes pour justement accueillir ces patients mieux. Et je crois que ça bénéficie également, à ces jeunes-là, mais ça contribue aussi finalement à faire ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est là quand on est soignant,
c'est améliorer bien sûr la qualité des soins, l'accueil, et améliorer la bientraitance de ces jeunes dans l'hôpital, mais finalement ça bénéficie aussi au plus grand nombre et à tous les malades qui franchissent la porte des hôpitaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.